Alors bonjour, dans cette présentation, nous allons explorer comment bien administrer l'insuline, un acte technique mais quotidien dans la prise en charge du diabète. Bien injecter son insuline, c'est optimiser l'efficacité du traitement, prévenir les complications et garantir la sécurité du patient. Alors, comme on le dit pour nos patients, choisir son outil, l'insuline se présente sous trois formes. Nous avons la seringue d'injection d'insuline, nous avons le stylo injecteur et nous avons la pompe à insuline. Alors, le stylo est le plus utilisé aujourd'hui car il permet une injection simple, rapide et fiable. Les seringues d'insuline, encore utiles dans les milieux à faibles ressources, demandent un petit peu plus de rigueur et présentent quelques effets indésirables. La pompe à insuline, souvent utilisée chez le diabétique de type 1 jeune ou très instable, permet un confort beaucoup plus important que tous les autres moyens d'injection. Elle libère de nombreuses contraintes mais nécessite une autosurveillance intensive. Le choix se base sur le type de diabète, le contexte socio-économique et l'aptitude du patient. Donc, classiquement, pour chaque outil, nous avons des avantages et des inconvénients. Pour le stylo injecteur, il assure moins d'hypoglycémie, il est transportable avec beaucoup plus de confort que les seringues d'injection et moins de lipodystrophie car il y a moins d'injections. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont un petit peu plus chers que les seringues d'injection. Quant aux seringues d'injection d'insuline, l'avantage principal, c'est le coût qui est très faible et la disponibilité qui est très présente. Les inconvénients, principalement les hypoglycémies et une manipulation beaucoup plus importante. La pompe à insuline présente l'avantage d'une administration continue et réglable, mais l'inconvénient, c'est un coût beaucoup plus élevé que les analogues d'insuline, avec quelques risques de panne. Ensuite, nous avons l'éducation pour les zones d'injection. Alors, la zone abdominale est la plus utilisée car elle offre une absorption rapide et constante, surtout pour les insulines rapides. Les cuisses et les bras sont souvent réservés aux insulines lentes. Il est fondamental d'enseigner la rotation des sites à chaque patient car l'injection répétée au même endroit peut provoquer des lipodystrophies ou des lipohypertrophies, altérant l'absorption et rendant le traitement inefficace. Donc, l'absorption selon la zone, ça dépendra de l'activité physique. Il faudra très certainement assurer une rotation obligatoire qui permettra d'éviter ces lipodystrophies et améliorera la régularité de l'absorption. Pour le schéma de rotation des sites, nous avons la méthode en cadran, principalement pour l'abdomen, qui consiste en division en 4 ou 8 zones en utilisant une différente chaque jour. Il faudra assurer un espacement un minimum de 1 à 2 cm entre deux points d'injection consécutifs et changer de zone chaque semaine. Donc, il faudra utiliser une grille de rotation pour garder une peau qui est souple, qui assure une absorption importante de l'insuline. Chaque injection doit se faire à distance du point précédent pour éviter une accumulation locale d'insuline et prévenir la fibrose ou l'atrophie de la graisse. Avant toute injection, une vérification visuelle et technique est indispensable. Donc, il faudra préparer l'injection pour chaque patient. Donc, tout d'abord, il y a la vérification de la date de péremption, l'aspect du liquide, qui doit être limpide, sauf pour la NPH qui est trouble. Il faudra assurer aussi un mélange si l'insuline c'est une NPH ou une prémixée. Ce mélange ne doit pas être une façon de secouer l'insuline, mais plutôt de rouler doucement entre les mains afin de ne pas casser la molécule. Il faudra aussi assurer une purge du stylo, 1 à 2 unités pour éliminer l'air et pour assurer la bonne fluidité du liquide et préparer la dose prescrite avec exactitude. Alors, les seringues d'insuline, généralement la graduation est un petit peu plus difficile à observer, mais il faudra s'aider d'une tierce personne si la vision est un petit peu délicate. Quant au stylo injecteur, si la vision est un petit peu difficile, le stylo injecteur a une façon de jauger la dose par un clic en faisant la rotation pour assurer la dose. Alors ensuite, nous avons l'angle, la technique et la proventeur d'injection. Le bon geste assure une injection en sous-cutanée stricte, ce qui garantit la bonne absorption. L'injection intradermique peut entraîner des douleurs et l'injection intramusculaire peut causer une absorption imprévisible avec un saignement. Donc chez l'enfant, les sujets maigres, on fait un pli cutané pour éviter cela. Ce pli pourra être évité si le patient est obèse. Donc l'objectif, c'est l'hypoderme, jamais en intramusculaire. Ensuite, nous avons la gestion des bulles
d'air et erreurs courantes. Alors, les bulles d'air réduisent la quantité injectée. Une technique rigoureuse est donc primordiale. L'aiguille doit être jetée après chaque injection car elle devient émoussée et peut favoriser les infections et les micro-traumatismes locaux. Il est aussi important de respecter les délais d'action des insulines rapides, à injecter 15 minutes avant le repas, sauf si c'est une insuline ultra rapide. Donc les erreurs fréquentes, c'est la réutilisation des aiguilles, l'injection dans une lipohypertrophie et négliger le délai entre l'injection d'insuline et le repas. Ensuite, nous avons l'éducation thérapeutique pour une autonomie du patient. L'éducation thérapeutique améliore le contrôle glycémique, ce qui réduit les hospitalisations et favorise l'autonomie du patient. Il faudra aussi s'entraider des nouvelles technologies si c'est disponible, qui peuvent faciliter la gestion quotidienne du traitement insulinique. Donc le patient, pour son éducation thérapeutique, devra savoir reconnaître les signes d'hypo, mais aussi les signes d'hyperglycémie. Les signes d'hypoglycémie, classiquement, c'est la faim, c'est la sensation de somnolence, pâleur, manque de concentration. Et dans ce cas-là, le patient devra assurer un resucrage immédiat fait par du sucre soluble dans de l'eau à raison de 3 morceaux de sucre, ou bien un soda ou un flacon de jus. Il faudra adapter la dose selon les automesures, selon l'alimentation et selon l'activité physique, et inspecter les zones d'injection régulièrement. L'éducation thérapeutique aussi favorise les carnets de suivi et la coordination avec l'équipe médicale. Ça va améliorer le contrôle glycémique, ça va favoriser l'autonomie du patient. Et bien entendu, comme on l'a dit, les applications d'aide sont généralement faites par des applications sur smartphone, mais aussi des automesures qui sont beaucoup plus prolongées, comme le freestyle libre. Donc pour résumer, comme on vient de le dire, la maîtrise des techniques d'injection est un savoir de base pour tout médecin, mais qu'il faudra aussi le transférer pour le patient. Il faudra donc bien maîtriser, bien former les patients afin d'obtenir de meilleurs résultats. Le choix du dispositif dépend du contexte et du patient. L'injection devra être assurée correctement, la rotation des sites est indispensable et bien entendu assurer l'éducation thérapeutique pour un pilier d'efficacité de l'insuline. Merci.